Bonjour, bonjour, bonsoir. Je sors de la douche, j'ai encore les cheveux mouillés. Bon, ça va, il fait pas froid là. Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors j'ai titré ce live Les apostats et les droits tardés. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Liazri Craft. Salam alaikum, regarde. Lucie Tanet, salut à toi. Oui, j'ai titré ce live Les apostats et les droits tardés. Pourquoi? Parce que en fait, on constate que c'est exactement les mêmes arguments. Pourtant, quel rapport entre les deux? Les premiers, c'est des gens qui ont renié leur foi. Donc on pourrait croire que c'est seulement un cheminement personnel. Et les seconds, bah c'est René Guénon. Salut frérot. Et les seconds, c'est un combat politique et idéologique. Pourtant, c'est exactement les mêmes arguments. Voyez, mais exactement, hein, exactement les mêmes arguments. À vrai dire, ça repose surtout sur Aïcha. À vrai dire, ça repose surtout sur Aïcha. Putain, je suis jamais passé par là. C'est fermé. Je pensais que c'était une rue, moi. C'est une résidence. Oui, ça repose surtout sur Aïcha. Hein. Donc Aïcha 6 ans, Aïcha 6 ans. Mais quand on les écoute, c'est assez étonnant. C'est toujours les mêmes arguments, mais vraiment les mêmes. Hein. Les mêmes arguments, énoncés de la même manière, etc. Et oui, c'est quoi? Oui, derrière, c'est la même. Derrière, c'est oui, c'est la même entourloupe en fait, si je puis dire comme ça. René Guénon, c'est un mouvement anticlérical version islamique. Ouais. Ouais, on peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Ah bah ils ont coupé la lumière maintenant. Il n'y a plus la lumière là-bas. Ouais. Oui, il faut voir, en France, les mouvements anticléricaux étaient propulsés par qui, vous voyez? Les mouvements anticléricaux étaient financés par qui, étaient mis en place par qui? Mais en ce qui concerne les apostats et les droits tardés, mais on voit que c'est vraiment exactement la même rhétorique en fait, les mêmes arguments, mais énoncés de la même manière. Oui, on dirait que voilà, derrière, je vais pas dire que derrière, oui, après, en ce qui concerne en tout cas Jacques Le Fou, on peut dire que Jacques Le Fou qui est proche apparemment du MAC, hein, du MAC de Farhat Meni, comme on l'a su, hein, Farhat Meni, je sais plus, aux alentours de 2020, a fait un voyage de 4 jours en Israël, 4 jours, hein, et on peut voir ça sur Internet. Hein. Il y a des photos où il est en compagnie de personnalités du Likoud. Et ça va loin quand même. Donc apparemment, moi c'est des Algériens qui m'en ont qui me l'ont qui me l'ont appris quoi.
Jacques le Fou est en Algérie. Hein, Jacques le Fou est considéré comme proche du MAC. Derrière le MAC, donc comme je viens de le dire là, c'est le Likoud, quoi, carrément. Hein. C'est le Likoud. Et c'est assez fou. Hein. Je suis tombé sur un autre article de presse à l'époque, suite au 7 octobre 2023, où en France, des manifestations pro-palestiniennes commençaient à être planifiées, et même que le gouvernement de Macron à l'époque les avait interdites. Il y a un membre du Likoud qui s'adresse à Farhat Meni en lui disant « Qu'attendez-vous pour organiser des contre-manifestations ?» Tout est sourcé, hein, j'ai déjà tout sourcé. « Qu'attendez-vous pour organiser des contre-manifestations? On vous paye. » C'était dit comme ça. On est votre bailleur, quoi. C'est nous qui vous finançons. Qu'attendez-vous? Voilà, je crois que c'est clair, hein, c'est net. Hein. Donc après, comment dire? Oui, Jacques le Fou, c'est un habile orateur. Vous voyez, c'est pas Samia la patriote. Hein. On est d'accord. Elle surfe dessus, vous voyez. Elle surfe pour des clopinettes, vous voyez. Et par la même occasion, bon, apparemment, elle a un compte mime. Elle a un compte, un genre de OnlyFans, quoi, où elle montre son derrière. Hein. Donc on voit le genre de personnages, hein, comme je les ai appelés, hein, c'est des pornocrates. C'est des pornocrates islamophobes. Hein. Donc voilà. Elle, non, eux, je pense pas. Ils surfent seulement. Ils surfent sur la vague. Ils surfent sur cette vague-là, apostat, droitardé. Ils se présentent comme des... elle, en tout cas, comme elle a des origines maghrébines, elle se présente comme une apostat. Et son mari, Eddy le patriote, lui, c'est un droitardé. On voit, c'est exactement les mêmes arguments. Parce que sur YouTube, j'ai un punching ball. Et je me sers de lui parce que il regroupe toute la merde islamophobe sur sa chaîne, donc c'est parfait. Hein, et on n'a plus qu'à mettre un coup de pied dans la fourmilière ou dans ce merdier là. Et donc oui, lui, il se vend parce qu'il a pas percé dans ce milieu-là de droitardé, de national-sioniste. C'est assez étonnant parce que tout à l'heure, je suis parti faire un tour sur la chaîne YouTube de Samia la patriote. Je suis remonté loin, oui, je suis remonté 4, 5, 6 mois en arrière. J'ai regardé 2-3 lives à elle. Elle raconte exactement les mêmes trucs que mon punching ball sur YouTube, là. Exactement les mêmes trucs, en fait. Tous les arguments qui ressortent, tu peux les trouver sur la chaîne de Samia la patriote. Voilà, donc on voit qu'ils puisent leurs arguments, vous voyez, à la même source. Vous voyez. Après, certains sont carrément des agents, très probablement, très vraisemblablement, comme Jacques le Fou. D'autres, c'est juste des opportunistes qui surfent sur cette vague-ci. Certains arrivent à générer des revenus. D'autres, ils ont quelques centaines d'abonnés, donc voilà, ils restent comme ça dans les catacombes de l'internet. Le crap, Israël a infiltré l'Algérie. C'est-à-dire Israël a infiltré l'Algérie. Oui, ils ont tenté d'infiltrer l'Algérie à travers le MAC de Farhat Meni. Mais ça n'a pas pris. Hein. Mais vous savez, regardez, on apprend quelque chose de très intéressant dernièrement. Vous savez que l'entité sioniste a tenté de bombarder l'Algérie à la fin des années 80, en 89. Alors, je n'ai plus l'historique, là, c'est quoi? Je ne sais plus. Oui, de toute façon, ils avaient déjà bombardé la Tunisie. Hein. Ils ont déjà bombardé la Tunisie. Hein. Ils ont déjà bombardé la Tunisie. Hein.
il y avait l'OLP, des membres de l'OLP à Tunis, des frégates, des bateaux de guerre israéliens sont passés devant les côtes tunisiennes dans les années 80 et ont bombardé Tunis, les positions de l'OLP. Et à la fin des années 80, et je sais de quoi je parle vu que j'y étais à Tunis à l'époque. Ma famille en parlait de ça. Et à la fin des années 80, en 89, apparemment, l'entité sioniste a voulu bombarder Alger. Là, avec des avions, mais j'ai plus l'historique de cette histoire en tête, mais ils ont fait marche arrière. Visibilité du live restreinte pendant 10 minutes. Ton live n'est pas éligible pour les recommandations et sera restreint dans les résultats de recherche pendant les 10 prochaines minutes car son contenu est de mauvaise qualité ou représente des images statiques. Nous avons détecté et appliqué cette infraction de contenu par le biais de mesures automatisées. Cette décision est conforme à la section TikTok Live. Ah non, je conteste, moi, pourquoi? Ah non, je conteste. Oui, parce qu'on ne voit pas, je suis dans le noir. Donc, voilà. J'allais dire quoi? Oui, bah, comme par hasard, début des années 90, le terrorisme en Algérie. Vous voyez, comme par hasard. Et à ce qui paraît, il n'y a pas que les Israéliens qui sont derrière. Il y a la CIA également. Parce qu'on voit, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis dans ces groupes terroristes. Vous voyez, et ça a coûté la vie à la fourchette basse. Donc cette décennie noire en Algérie, c'est 200 000 victimes. Hein. Pourquoi ils m'ont mis une restriction? Tapotez, likez les amis. Mais je crois qu'on ne voit pas, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave. Donc oui, donc bah, j'ai pas la preuve. Hein. On est d'accord, j'ai pas la preuve. Hein. Mais voilà, c'est en ce qui concerne les Américains, contestation non approuvée. Ah, les enfoirés. En ce qui concerne les Américains, renégué non, merci. En ce qui concerne les Américains et les Israéliens, et quand c'est synchro comme ça, on peut se douter qu'il n'y a pas de hasard. Hein. On est bien d'accord. On peut se douter qu'il n'y a pas d'hasard. Donc, oui, pour revenir sur le titre de ce live, donc les apostats et les droitardés, on voit qu'ils puisent leurs arguments à la même source. Hein. C'est exactement les mêmes arguments. Bon, les plus menteurs sont ceux qui vont nous faire croire ils font un travail personnel, ils sont partis checker les sources islamiques, en l'occurrence Al-Bukhari, et ils ont découvert, voilà, tous ces hadiths sur Aïcha. Bah, ça, c'est mon punching ball. Il est tout le temps à vouloir se mettre en avant parce que, bah, lui, voilà, il a pas réussi. Et alors que, en plus, c'est plutôt facile, en fait. Même, bah, j'ai envie de dire, même une stupide comme Samia la Patriote, voyez, elle peut se faire une place, dans ce milieu d'apostats, droitardés, en fait c'est pareil, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà TikTok, tu me vois là, tu me vois là TikTok, non? Vas-y enlève la restriction. Ah ça y est, c'est la rentrée, ils coupent la lumière maintenant. Ouais, ils ont raison, ça sert à rien. Hein. Juste dans l'axe principal, ils laissent la lumière. Ouais, ils ont raison, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, tu me vois TikTok là. Objectif flash. 3 donateurs, donatrices envoient un cœur sur toi dans ton live en 15 minutes. Flash de niveau 1 à édition limitée. Ils sont pleins de défis les mecs. Allez, j'épingle. Donc voilà. Voilà TikTok, tu me vois là, potu. TikTok c'est génial. Franchement TikTok, c'est une plateforme, elle est géniale. Merci beaucoup TikTok. TikTok franchement c'est trop génial quoi.
sais pas ce que tu fais, René Guénon, tu montes? Ah, voilà, vous me voyez là. TikTok, c'est génial, franchement. C'est génial. René Guénon, salut mec. Ça va quoi? Salut, ça va? Ah, je t'entends pas très Euh, bien. Attends, je vais Tu augmenter m'entends le pas son. très bien? Là, ça va, Euh, là? ouais, là c'est mieux. C'est mieux? Ok. Ouais, ce que tu disais, ouais, je te rejoins complètement, mais ce que j'ai remarqué, ce délire d'apostat, ce délire anticlérical de version musulman, c'est Mhm. arrivé une fois que le nationalisme arabe a été détruit, bombardé, et en fait, il reste maintenant plus que la société musulmane à détruire. C'est-à-dire la structure du nationalisme arabe qui était très fort dans les années 50 jusque dans les années 80. Une fois qu'elle a été détruite, leur objectif maintenant, c'est vraiment de détruire la société pour plus qu'il y ait de revendications territoriales, pour plus que la société en fait se reconstruit autour, autour de l'islam pour recréer une société en réalité, une société, une civilisation. Oui, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, ouais. Parce que oui, finalement, le nationalisme arabe, on voit que toutes les nations arabes sont, en fait, c'est quoi le nationalisme arabe? C'est finalement c'est parce que tu sais l'ancien monde, tu vois. Dans l'ancien monde, il y a pas de déjà même le concept de nation, de nationalisme et tout ce qui va avec, hein, frontières, carte d'identité. En fait, bah même en Europe, c'est nouveau. Hein. C'est des idéologies du 19e siècle. Finalement, c'est les Arabes au 20e siècle là qui ont adopté ces idéologies venues d'Occident. Donc déjà, on pourrait dire que c'est un piège. C'est ça un peu. Non, en fait, les Arabes, ils ont plutôt réagi en fait à la suite à la chute de l'Empire ottoman. Il fallait Ouais, ouais. inventer des concepts. Et Uh-huh. à la base, il n'y a pas de monarchie arabe, ça n'existe pas de monarchie arabe, de sang divin avec à qui on met la couronne. La monarchie arabe, ça n'existe pas. C'était des clans, des tribus. Et du coup, en fait, le nationalisme arabe, en fait, s'est imposé de lui-même, naturellement, parce que il n'y avait plus rien. Le califat avait disparu. Du coup, il restait que ce concept-là. Du coup, le concept du nationalisme, ils l'ont arabisé. Du coup, c'est devenu le nationalisme arabe qui ont lutté justement pour leur intérêt face à la colonisation. Mhm. Mais maintenant, ils ont affaire à une autre forme de colonisation qui a été le sionisme. Et une fois que le sionisme a réussi à détruire, parce que là, le nationalisme arabe est totalement détruit, quoi, c'est totalement dépassé. Il Hmm. a vu toutes les guerres qui se sont prises, donc ils ont surtout Oui, un oui, des mais pays justement. où Oui, mais attends, excuse-moi, René Guénon. Justement, regarde, c'est ça le truc un peu. C'était, en fait, à la fin du califat, c'était comme une solution de secours, on va dire, le nationalisme arabe. Mais finalement, ça a été un piège, hein. Non? On peut le dire, ça. Bah, c'est bah, comme ce que tu me disais, tu sais, par rapport au Japon. Tu vois, les traditionalistes, les pan-asiatiques ont reproché ça, tu sais, étaient contre les, euh, les impérialistes, tu sais, et ils leur ont reproché en fait d'avoir adopté une idéologie occidentale, tu vois. Bah, en fait, pour le coup, Hmm. le nationalisme arabe n'était pas dans une vision impérialiste, mais dans une lutte justement anti-coloniale. C'est-à-dire, en fait, c'était D'accord, le d'accord, oui, oui. panarabisme était vraiment dans une lutte d'alliance anticoloniale. C'est pour ça qu'ils avaient une certaine solidarité dans leur lutte anticoloniale, mais sauf que le, ce qu'ont laissé les Britanniques, c'était le sionisme et quelques monarchies qui leur étaient féodées. Mhm. Et ben, le sionisme a totalement détruit le nationalisme arabe, hein, que ce soit en Égypte, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit partout, que ce soit même en Libye, tout a été détruit. Ouais, ouais. Euh, Et aujourd'hui, il reste que la société islamique à détruire pour que il n'y a plus de revendication de terre sainte ou autre, que Jérusalem soit comme si on parlait de Las Vegas, quoi. Oui, non, mais c'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis, c'est même très vrai en fait. C'est même vrai.
Pourquoi? Parce que on va pas se mentir, l'islam est moribond, hein. Il n'y a plus d'islam vraiment, hein. C'est rare, hein. En fait, c'est pas qu'il y a plus d'islam. Actuellement, on vit il y a un islam anarchique. C'est-à-dire, depuis la chute du califat, et même il était moribond, en fait, pendant le dernier siècle du califat Mhm. ottoman. Et actuellement, en fait, en fait, on vit un islam anarchique. Chacun fait un peu à sa sauce. Vu qu'il n'y a plus de structure, il n'y a plus de structure islamique, il n'y a plus rien. Et c'est une société de tradition islamique, mais anarchique. Chacun essaie de trouver des rites et des coutumes selon de telle période, tel chef religieux ou tel mouvement. Tu vois, c'est Oui, plus de oui, oui. l'anarchie islamique. Il n'est pas totalement encore, il n'est pas mort encore. Oui, C'est juste ça part dans tous les l'achever. sens. Il faut l'achever, C'est en ça. gros. D'où, Il faut d'où les tuer. apostats, quoi. Voilà, il faut vraiment tuer tout mouvement même anarchique pour Oui, pour qu'il ne puisse pas avoir de renaissance. oui, mais après, lorsque tu parles de ces courants islamiques anarchiques, donc disparates comme ça dans tout le monde islamique, encore ça, c'est ceux qui restent attachés à la tradition. Parce que d'une manière générale, tu vois, les pays arabes, les pays musulmans, ça y est, ils sont totalement, c'est le Kali Yuga, hein, on va dire ça comme ça. Oui, mais en fait, c'est pas ceux qui se rattachent. Oui, il y a ceux qui se rattachent à une tradition, mais il y a ceux aussi qui réagissent, en fait, réagissent à une Oui, société qui change et du coup cherchent des mouvements ou essaient d'appliquer des choses qui ne sont pas applicables dans leur temps et leur époque. Enfin, en fait, c'est vraiment une anarchie islamique qui existe actuellement et le but, je pense, derrière ces forces, derrière ce mouvement d'apostats, c'est comme moi, il ressemble beaucoup au mouvement anticlérical. Ça a commencé avec la presse, ça a commencé avec la presse pour les chrétiens au 19e siècle. Ça a commencé après des mouvements beaucoup plus violents avec l'armée qui réprime, qui tuait justement des clergés, des prêtres, avec les massacres des Vendéens. Donc, je sais pas si tu m'entends. oui, je t'entends, mais Ouais, parce que, en fait, il y a des voitures en fait, c'est pour ça. d'accord. Je parlais des Mais moi, je massacres. t'entends parce qu'il y a des voitures en fait, c'est des Ok, motos en ok. fait. Mais là, ça va se Donc, tasser là. Là, on commence c'est les derniers. ouais, Là, je parlais des mouvements anticléricals qu'il y a eu au 19e siècle en France. l'histoire des fiches. Et ça, c'est 20e siècle, hein. L'histoire des fiches, par exemple, Ah, je aussi. parlais ouais, ou le massacre des Vendéens, tu vois. Oui, ça, c'est la Révolution française, oui. Donc, Oui. il y a des mouvements c'est pas nouveau, ce mouvement anticlérical. Maintenant, ils essayent d'adapter ça à l'islam. Sauf que l'islam, actuellement, n'a pas de structure. Du coup, c'est anarchique. Et ils essayent C'est de plus compliqué. diffuser Oui, ça. oui, 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 Voilà. oui. Du coup, ils essaient de diffuser ça Oui, il n'y a pas de à la clergé masse. en islam. Il n'y a pas de clergé C'est en ça. islam. C'est ça. Et du coup, les contradicteurs, ceux qui s'amusent à faire des lives, en fait, ils répètent. Ils n'ont pas étudié la théologie, ils ne s'intéressent pas du tout à l'histoire islamique, ni des sociétés. Ce ne sont pas des intellectuels, ils n'ont aucune formation. En fait, ils répètent par mouvement. Et c'est ceux qui créent le mouvement qui doit être intéressant. Eux, par contre, ils sont tapissés dans l'obscurité. Et Et voilà, en fait. bah, c'est qui, par Et exemple? T'as ton idée ou pas? bah, en fait, le mouvement là qu'on voit de anti-musulman, ça a commencé par la presse. Donc, pour savoir qui c'est, il faut savoir qui tient la presse. Et voilà, quoi. La question, elle est vite répondue, non? Ouais, ouais, bien sûr, hein. Ah bah ouais. De toute Hmm. façon, il y avait des moines en Russie qui ont écrit des bouquins là-dessus au niveau de la presse et tout. Oui. Bon, il y a eu le mouvement anticlérical en France et il y a des moines qui ont écrit un livre qui s'appelle Le Protocole et puis voilà Le quoi. protocole des sages de Sion? C'est ça, hein. C'est des moines russes qui ont écrit ça. Ah bon? Ça, c'est, c'est une version alternative c'est une version alternative, là, que tu ressors là. Non? Parce que moi, je sais pas, j'ai jamais entendu cette version-là. Ah ouais, qui parlait de justement la presse française. Non, non, la version alternative qui dit que bah que les protocoles des sages de Sion ont été écrits par des moines russes. Ça, j'ai jamais entendu ça. Ah. Moi, j'ai C'est- toujours entendu que c'était justement les Russes, les intellectuels russes qui parlaient de ça. Et
Et justement, moi, c'est surtout le passage auquel on peut. C'est une vérité historique au niveau de la presse française et ces mouvements anticléricaux. Et qui faisait ça, qui faisait quoi. Et là, on voit la même chose au niveau de l'islam. Qui tient la presse? Quand tu comprends qui tient la presse, tu comprends qui était derrière pour lancer ce mouvement. Les gens sur TikTok s'en rendent pas compte, ils suivent juste le mouvement, comme parce qu'ils ont regardé, je ne sais pas moi, CNews ou BFM, ou je sais, tu vois, ils ont juste regardé BFM ou CNews et ils imitent, ils font pareil. Mais s'intéresser aux livres, s'intéresser à l'histoire, ça les intéresse pas. Ils ont jamais lu, ils ont pas de bibliothèque Oui, chez après, eux. c'est surtout que c'est pas leur objectif, en fait. Non, totalement. Leur objectif, c'est des vues, quoi. Mais attends, mais ce que t'as dit là sur l'origine, pardon, sur l'origine des protocoles des sages de Sion, ça, je sais pas, j'ai jamais entendu ça. Des moines russes qui ont écrit ça? Ouais. Enfin, moi j'avais cette version-là, tu vois. J'ai jamais entendu ça. Parce que moi, pour moi, c'était quoi les protocoles des sages de Sion? Tu sais, comme on dit, une œuvre qui s'échangeait sous le manteau en Russie et que à la base, ça vient de France, tu vois, oui, comme tu disais là, et que moi, pour moi, c'était quoi? C'est une entourloupe sioniste, parce que les plus grosses communautés juives en Europe, c'était en Russie, en Ukraine, hein. Oui. Donc c'est pour en gros faire sortir, en fait créer comme ça euh, une panique des populations juives d'Europe de l'Est pour pour accentuer, disons-le même, ça se trouve pour accentuer aussi comme ça l'antisémitisme et leur une hostilité anti-juive en Europe de l'Est. Non, mais Et là en fait, c'est à l'époque des tsars, hein, tu vois, l'époque des tsars, en fait, justement, il commençait à avoir la révolte bolchevique qui allait arriver. Bon, tu sais très bien qu'il était composé de bolcheviks en majorité. Le complot était déjà en train de s'installer. La ouais. police tsariste, c'est eux le plus souvent qui, euh, qui distribuaient ce livre à la population. Et après, bon, il y a eu l'armée blanche contre les bolcheviks, etc., qui sont battus militairement. Mais c'est Ah, mais juste avant la révolution russe, quoi. oui, ah mais le truc c'est qu'on se dit, j'avais déjà posé cette question, j'avais dit mais quel intérêt le régime tsariste aurait eu à euh, distribuer sous le manteau cette œuvre? Parce que c'est juste, on dirait que le but c'était seulement pour déstabiliser la Russie plus qu'autre chose, En fait, la en crédence, et dont le but était de créer des mouvements migratoires vers la Palestine à l'époque, parce qu'il fallait recruter, parce que non, pour coloniser la Palestine, faut des gens en fait. Je sais pas, moi j'avais non, émis cette hypothèse-là. Non, d'après toi, non, c'est en pas fait, bon? non, non, ouais. En fait, les protocoles des sages de Sion, en réalité, c'était vraiment les tsaristes, Ouais. les moines tsaristes, avec la police du tsar, qui luttaient justement contre tout ce qui est les bolcheviks. Et les bolcheviks étaient à 80% peuplés du peuple des Khazars. Oui, oui, Du coup, oui. ils étaient en lutte, en réalité, face à eux. Et donc c'est pour ça. Et les bolcheviks ne pouvaient prendre le pouvoir uniquement s'ils arrivaient à dire des discours et adhérer la masse. Faire adhérer la masse pour lutter contre leur propre tsar, en fait. Du coup, la police tsariste ont fait circuler les protocoles du sage de Sion, qui sont allés jusqu'au Japon. Parce qu'il y a eu une guerre, justement, on en avait parlé, la guerre entre les Russes et les Japonais. Les Japonais sont tombés sur ce livre et l'ont importé au Japon. Et pour eux, ça fait comment ça a été reçu? Bah, c'était un bouquin, c'était intéressant. Ils l'ont eu, ils l'ont étudié. Bah après, voilà, c'est des insulaires. Donc, c'est un peu, qui que tu sois, tu restes un étranger, quoi. Oui, 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 d'accord, c'est plus difficile, oui. C'est plus difficile de les infiltrer. Ouais, mais en plus c'est étonnant parce que 1905, je crois que donc ça c'est l'année de la guerre russo-japonaise, mais c'est aussi l'année de la première révolution, il me semble. Avortée.
des bolcheviks? Je crois que c'était pas bolchevique encore, mais des mouvements, oui, socialistes, majoritairement à la tête Je sais, desquels étaient des Khazars en fait. Tu sais, c'est suite à ouais, ça qu'ils ont créé un parlement, tu vois, que le ouais, régime je tsariste. sais quoi que celui, bah, octobre 1917, c'est celui qui avait réussi. Mais ouais, il y en avait un juste avant, mais qui avait échoué, ouais. Oui, je crois que c'était 1905. Ok. Mais tiens, une question comme ça, comme toi tu connais bien le Japon. Comment ça se fait que le Japon est devenu allié de l'Allemagne nazie? Ça s'est passé comment? Bah, c'est passé naturellement. En fait, eux, ils ont commencé, les Japonais ont commencé la guerre bien avant. Ils ont commencé Ouais. vraiment, c'était dans les années 20. Ils ont commencé à conquérir la Mandchourie. Et, le fait Le Japon que impérial. Oui, oui. le Japon, ouais, le Japon, Donc la c'est mauvaise doctrine, si j'ai bien compris. c'est ça, c'était, D'accord. il y a, ouais, c'est ça. Et, euh, et en fait, le Japon, suite à en fait, ils pensaient qu'ils allaient se faire coloniser, on en avait déjà parlé, donc ils se préparaient à ça. Et pourquoi ils sont alliés aux Allemands? Bah, en fait, ils se sont retrouvés isolés contre tous. Parce que tout le reste du monde, tout le reste de l'Asie, c'était des colonies européennes. Mhm. Et le Tiens. seul pays européen qui était dans une doctrine eurocentrée, c'était l'Allemagne. L'Allemagne, en fait, elle avait pas de projet de... Elle avait le projet de l'Est, Mhm. c'est tout, dans son délire d'espace vital. Mais elle avait recentrer la culture européenne en Europe. Les Japonais, ça leur allait complètement. Parce qu'ils avaient en face d'eux, en Indochine, les Français, les Pays-Bas en Indonésie, les Britanniques. Bref, ils avaient les empires coloniaux en fait. Mhm. Pour eux, il fallait dégager les Occidentaux pour créer une sphère de coopération japonaise en Chine et être le seul maître de l'Asie. Mhm. Oui, mais Du en coup, les... fait, mhm. Ouais, mais en fait, il y a quelque chose d'étonnant dans tout ça. Pourquoi? Parce que est-ce que c'était vraiment une alliance ou parce que il me semble que les nazis, les Allemands de l'époque, Hitler n'a jamais évoqué le Japon comme un allié. Je sais pas si tu vois. Non, il a jamais évoqué le Japon comme un allié, mais il a toujours évoqué le Japon et d'autres peuples de manière positive pour leur morale, Oui. contrairement à la décadence qu'il y avait déjà en Europe qui s'installait, quoi. Hein. Ouais, mais en fait, moi Mais j'ai plus l'impression que c'était une alliance de implicite, circonstances, quoi, ouais. en fait. Ouais, de circonstances. En fait, ils n'avaient pas le choix, quoi. Ils Oui, avaient mais besoin, c'était. Oui, oui. les Allemands, en fait, pendant la guerre, au plus vite leur envoyer quelques plans pour faire des meilleures armes, etc. Ah, il y avait C'était quand vraiment, même des liens. Il y avait quand même des liens. ouais, très D'accord. léger, très léger. Très léger, ouais. Finalement, c'est pas vraiment. Chacun avait son combat, totalement différent. Oui, c'est une alliance de circonstances. C'était implicite, non, quand même pas implicite. Non, c'était ils étaient alliés, mais comment dire, il n'y avait pas vraiment de contact en fait, hein, si je comprends bien. C'était Non, comme ouais, ça, voilà, quoi. Ouais. en fait, c'est une alliance qui s'est fait du fait que ils étaient en guerre contre les autres. C'est pas Oui, du oui. fait qu'ils étaient d'accord en termes d'idéologie. En fait, chacun avait déjà sa vision du monde. Oui, ils avaient le même ennemi, on pourrait dire. Mais est-ce qu'on peut en dire plus en fait? Est-ce qu'à un moment, est-ce que est-ce qu'il y avait des disjonctions, des comment dire, des désaccords ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses de ce genre qu'on peut Non, évoquer? les coopérations entre les deux pays étaient très très faibles. Très très Oui, faibles. Il y d'accord. avait eu un peu de diplomates qui envoyaient quelques plans justement pour quelques armes, des armes légères. Mais sinon, enfin, la coopération entre l'Allemagne et le Japon était, on va dire, c'est des relations amicales, quoi. Mhm. On peut D'accord. pas appeler ça une vraie alliance comme les Américains ont fait avec les Britanniques. Mhm. Oui, de toute façon, l'Allemagne nazie a même signé un accord avec Staline, hein, donc Non, c'est ça, hein, c'est purement politique, quoi. oui, c'est politique, oui. D'accord, d'accord. Ouais, revenons sur le sujet. Comment dire euh, toi, tu connais qui, on va dire.
dans le milieu apostat, droit tardé. Est-ce que tu as suivi l'évolution de ces milieux-là? Et est-ce que tu as des petites choses étranges que tu as remarquées? Non, vraiment, moi, tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, je me suis mis il y a peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Enfin, je me suis reconnecté là-dedans Ouais. très tardivement. Mais là, je le vois, je le constate surtout bah, depuis que j'ai installé TikTok. Là, je vois, il y a que ce Pollux. genre de profil. Mhm. Du coup, je constate qu'il y a que ce genre de profil et c'est vraiment un mouvement, quoi. C'est Ah, t'as vu, c'est un mouvement, hein, ils sont nombreux. Mais en fait, je crois que dedans, il faut faire le distinguo entre, tu sais, ceux qui ont... ceux qui cherchent la gamelle et ceux qui sont en lutte idéologique. voilà, voilà, exactement. Après, bon, après, l'un n'exclut pas l'autre, hein, tu vois. On va dire ça, tu vois. Mais ils peuvent être dans une lutte idéologique et en même temps chercher la gamelle, hein. Mais oui, exactement, c'est ça, c'est ça. Par exemple, Samia la patriote, on voit, hein, elle, c'est une grailleuse, quoi. Elle veut graille sur Internet, quoi. Après, il y a Jacques Le Fou, tu vois. Il y a Jacques Le Fou. Lui, c'est particulier, tu vois, parce que c'est un Algérien, c'est un Kabyle en plus, apparemment. Apparemment, c'est un Kabyle. Donc proche du Mac et tout, tu vois. Bon, c'est pareil, c'est la gamelle en fait, hein, aussi, hein. Mais il y a quelque chose de plus, quoi, en fait. On voit que, il y a quelque chose de plus, quoi. C'est pas juste. Ouais, sur un intérêt culturel, sociétal, ils ont en fait aucun intérêt. Sauf Ouais. les Khazars, justement, les Khazars qui ont actuellement construit leur empire en Orient, qui maltraitent les Palestiniens comme ils maltraitaient les Slaves, parce qu'ils avaient déjà leur empire, les Khazars en Occident, qui maltraitaient les Slaves, qui réduisaient justement les Slaves, vient de là le mot esclave, les Slaves, les distribuaient partout en Europe et en Orient. Oui, C'est même le slave. peuple, c'est ça, Slave, ouais. c'est même, Et c'est pas la traite arabo-musulmane, là, hein. ah, Là, c'est les Européens, on est bien d'accord, hein. c'est les Khazars, hein, exactement. Ah, c'est les Khazars, d'accord, ok. Ok. Ils avaient leur empire justement entre l'Ukraine et la Russie, un Mhm. très, un empire assez fort, et qui maltraitait justement les populations slaves. Et c'est les populations du nord, nordiques, qui ont libéré les Slaves. C'est et Oui, c'est les Russes, hein, carrément, je crois, hein. c'est C'est ça, les Russes qui bah, ont défait c'est les. ça, c'est ça qui ont défait les Khazars. Oui, oui. Oui, les Russes, Et c'est c'est des pour ça, Nordiques, c'est des Vikings aussi, ouais. Ouais, ouais. voilà, et c'est pour ça qu'il y a une vengeance au niveau des tsars. C'est pour ça qu'il y a une vengeance au niveau des tsars et les bolcheviks n'avaient aucune pitié à envoyer les populations russes au goulag et aux travaux forcés. Bref. Actuellement, ils ont reconstruit leur empire, l'empire khazar d'Orient qui est actuellement en Palestine et qui maltraite les populations palestiniennes exactement de la même manière. Ils n'ont pas du tout de culpabilité. Dire agresser un enfant, rentrer dans une maison où il y a toute une famille, les maltraiter. Pour eux, c'est des choses qu'ils faisaient déjà à l'époque de l'Empire khazar d'Occident. Oui, exactement. Et d'ailleurs, oui, exactement, c'est ça, oui. Et même, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc, c'est, euh, euh, c'est le lobby sioniste qui est derrière tous ces apostats et droits tardés. Donc, c'est en permanence Aïcha, Aïcha, Aïcha 6 ans. Alors que eux, dans leur Talmud, c'est 3 ans et un jour, mariage par coït, hein. Oh, voilà, par contre, si tu commences à faire de l'apostasie, si tu commences à pointer du doigt leur texte, là, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a jamais eu de mouvement là-dessus, hein. Il n'y a jamais eu de mouvement, bon, à part les protocoles des sages de Sion, mais sinon, il n'y a jamais eu de mouvement. Actuellement, si quelqu'un fait un mouvement là-dessus, il se fait casser. Casser. Il y a des associations qui lui tombent dessus, il y a l'État qui lui tombe dessus. Enfin, il y a des gens qui peuvent se permettre, là, actuellement, la cible, c'est l'islam. Comme à l'époque, c'était les catholiques. Maintenant, la cible, c'est l'islam. Exactement, oui. Et oui, les Khazars, toi, si, ça reste un peu obscur quand même, les Khazars. Parce que oui, il y a des sources historiques. Bah, on l'a tous appris, tu sais, il y a une quinzaine d'années avec le livre de Shlomo Sand. Après, en fait, Shlomo Sand, il a remis ça, tu sais, en lumière, mais c'était des choses connues. Il y a des travaux universitaires à ce sujet-là, des Khazars. Ah, d'ailleurs, j'ai intercepté un livre beaucoup plus ancien que Shlomo Sand, d'un historien.
J'ai toujours pas jeté un œil dessus. Faudrait que j'y aille. Mais ça reste obscur quand même. Oui, ça a existé, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, il a existé du 6e siècle jusqu'au 11e siècle. Oui, 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 C'est oui. quand même une Oui, grande période, hein. oui, c'est Du une grosse période. 6e au 11e, c'est... Et en fait, comment dire, toi, t'as consulté quelle source à ce sujet au sujet des Khazars? Alors moi, j'ai suivi, en fait, moi j'aime bien l'étude des peuples, comment les peuples européens bougeaient. Du coup, je me suis intéressé, bah, même les invasions des Huns. Bon, les Khazars ont toujours été là, hein. C'est un peuple européen de l'Est, qui ont toujours existé. C'est comme si je te parlais des Vandales ou des Visigoths Attends, mais ou excuse-moi, c'est pas des genres de Turco-Mongols, les mecs? non, mais c'est très proche, c'est très lié. C'est très lié. C'est parce qu'en fait, il y a eu l'invasion turco-mongole dans ces régions. Et il y a un peuple qui s'appelle les Alains. Les Alains qui ont essayé de se battre contre les Turco-Mongols, qui ont perdu, qui ont dû se réfugier chez les Khazars. Les Khazars, du coup, les ont accueillis à une condition qu'ils deviennent leurs esclaves. Donc après, les Alains sont allés jusqu'en Allemagne. On les retrouve en Europe, etc. Mais c'est intéressant. Tout ce qui est période entre l'Antiquité et le Moyen Âge, il y a eu des mouvements de peuple. Mais les Khazars étaient là déjà même à l'Antiquité. Ah bon? L'Antiquité, oui, bien sûr. Oh, qu'est-ce qui me fait encore? Ton live a été signalé pour discours et comportements haineux. Des infractions répétées pourraient entraîner la suspension de ton live. Ah, les enfoirés. Oh, laisse tomber TikTok. Bah, Ah, tu vois, je vais faire tu peux par- une tu peux parler réclamation, de mais... Tu peux parler de Aïcha, mais tu peux pas parler des Khazars, tu vois. Oh Malheureusement. ouais. Putain. De toute façon, c'est juste de l'histoire, hein, les Khazars. C'est qui a signalé le live là depuis tout à l'heure? Je sais pas c'est qui est passé. Quelqu'un a dû passer en sous-marin. Ouais. Bon, c'est mieux YouTube. Ouais, ouais, Euh, mais donc toi, tu dis que c'est des populations plutôt blanches, les Khazars, c'est ça? C'est un melting pot, hein, c'est un mélange, hein, c'est ça? ouais, en fait, oui, parce que vu qu'il y avait des invasions, des poussées, justement, des peuplades turco-mongoles, comme le grand-père d'Attila était déjà dans cette région, puis après ça a poussé jusqu'en Europe, donc ça s'est croisé en fait. Ça s'est croisé, ça s'est muté. Donc, il y avait différents peuples dans cette région, donc ouais, il y a eu du métissage, sûrement turco-mongol, hein. Mais à la base, c'était un peuple européen. Ah ouais, c'est des Européens carrément. Ah oui. Ah ouais? Mais ouais, ouais. Ah ouais? Ah, Et c'est étonnant ça. En fait, c'est des blancs quoi, c'est ça? C'est des. c'est, ouais, enfin, c'est l'Asie centrale, quoi. Je sais pas comment dire, c'est un peu entre les deux, quoi. Oui, mais de toute façon, cette zone-là, À cause de c'est une l'Empire. zone de brassage, hein. C'est ça, c'est une zone tampon, en fait. C'est une zone tampon. Oui, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on sait de plus sur eux que tu peux dire là? Sur les. Que les Russes les ont défaits, ont libéré les populations slaves. Mhm, Puis ensuite, voilà, il y a eu toujours cette rancœur qui a existé, ce qu'on appelle les pogroms, justement. Parce qu'il faut pas oublier que dans leur apogée au niveau de l'Empire khazar, ils trafiquaient quand même les Slaves pendant des siècles et des siècles, hein. C'est pas, C'était des commerçants d'esclaves, hein, de base, hein. Des commerçants d'esclaves, des usuriers. C'est pas non plus des gens super sympas, quoi. mhm. Et en fait, quand les Russes ont stoppé ça, bah, la population khazare, en fait, leur influence s'est diminuée pendant plusieurs siècles. Et les Slaves n'ont pas oublié. C'est pour ça qu'il y avait une certaine rancœur, une certaine rivalité. Certains ont réussi à reconstruire une certaine richesse et un patrimoine à travers d'autres commerces, mais ils sont allés en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, je veux dire. Ils ont quitté l'Europe de l'Est pour arriver en Europe de l'Ouest, et ça a créé de très grandes familles. Mhm.
Mais qu'est-ce qu'on sait de leur donc au départ, on comprend, c'est ce qu'on lit en tout cas à leur sujet. Ils n'étaient pas juifs au départ, hein. C'est à un Non, pas moment, du tout. oui, Non, non, pas du tout. Il l'était pas du tout. d'accord. Ils avaient le choix d'être soit musulmans, soit chrétiens, et ils ont choisi le judaïsme. Je pense que c'était en fonction de leur business de l'époque, quoi. Oui, oui, donc sûrement le Talmud qui autorise certaines choses, quoi. Ah ouais, parce que je peux vous dire, à l'époque, les Slaves morflaient beaucoup avec eux. Oui, oui, ouais, ils étaient pris entre deux, quoi. C'est ça qu'on entend, entre le monde islamique et le monde russe orthodoxe. C'est ça. Mais en fait, vu que eux faisaient du commerce avec à la fois l'Orient et l'Occident, en dominant les Slaves, Mhm, c'était la meilleure option en fait, se convertir au judaïsme, parce que les Juifs avaient accès à la fois au monde chrétien et à la fois au monde musulman. Du mhm, coup, c'était parfait pour leur commerce en fin de compte. mhm. Mais euh, tu crois que les Ashkénazes d'aujourd'hui là, oui, ils se disent ukrainiens, juifs ukrainiens, comme quoi voilà, c'est le comment on dit ça là, c'est comment ça s'appelle là, le juif errant là, voilà le comment on dit ça là, voilà les juifs qui se sont répandus, bon ça, je pense de plus en plus de gens, en tout cas ceux qui s'intéressent à ce sujet, ont compris que c'était faux quoi. La Ah, le diaspora, fait voilà. que c'est des Hébreux qui, en fait, il faut savoir que les Hébreux, c'est des Irakiens déjà de base. Et non, non, ça c'est vraiment des conneries, hein. Ceux qui se sont répandus, c'est les Khazars. Les Khazars, quand leur empire a été détruit, hein, c'est Hmm. l'histoire. Quand leur empire a été détruit, je crois que c'est au XIe siècle justement par les Russes. Leur empire a été détruit, les Slaves ont été libérés. Et là, bah, il y avait la vengeance locale, hein, bien sûr, mais des populations qui souffraient de leurs méfaits. Et du coup, beaucoup ont immigré vers l'Europe de l'Ouest. En masse, ils sont arrivés, beaucoup ont immigré vers l'Europe de l'Ouest, ont vécu aux abords des villes, dans les dans leurs espèces de ghettos. Et certains ont quand même réussi à créer de grandes entreprises, une grande influence en termes de commerce en Europe de l'Ouest. Mhm. Oui, c'est assez étonnant qu'ils aient réussi comme ça à s'imposer en Europe. C'est assez étonnant ça. Donc ça a pris beaucoup de générations, hein. C'est pas. Et tu sais que, mais en fait, il y a quand même, il y a quand même d'autres éléments à ajouter. Comme tu sais, ça c'est quelqu'un qui m'en avait informé à l'époque. C'est une certaine euh, Donna Gracia de Mendes. C'était l'héritière d'une famille bancaire juive, là, à la Renaissance. Après, il y a peut-être un lien avec les Khazars. Bah déjà la Renaissance, les Khazars, c'est fini à partir du XIe siècle. Du Hmm. coup, pour le temps d'arriver à la Renaissance, il y a au moins 4 siècles donc ouais, ils ont peut-être remonté la pente pendant ces 4 siècles. Oui, oui. Et en plus, à cette époque-ci, tu sais, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Lorsqu'on s'intéresse aux humanistes, donc à cette période, la Renaissance, il y a vraiment un truc qui revient, une chose comme ça qui revient en permanence, c'est la Kabbale. Mais c'est fou, hein. C'est par exemple même François Ier, donc c'est le roi lors de la première moitié du XVIe siècle, pile poil lo- à cette période de la Renaissance. Il est devenu roi aux alentours de ses 15 ans et tu vois, son majordome, ou je sais pas comment on dit ça, celui qui s'occupe de lui, Mhm. un prêtre de l'église, hein, lui a Ah, attention écrit. quand même, hein. Les prêtres de l'époque, il y avait beaucoup de fausses conversions au niveau des prêtres. C'est Mais regarde la chose.
il lui a écrit un traité pratique de kabbale chrétienne. C'est très étonnant, hein. Et on le voit dans les œuvres de Rabelais, tous les humanistes, hein, donc même, sont obsédés par ça, quoi, la kabbale. Et comme tu dis, oui, les Khazars ont été défaits par les Russes au XIe siècle et ils ont commencé à migrer vers l'Europe il y a 4 siècles, hein, entre la Renaissance et le XIe siècle, donc. Euh, oui, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des choses étranges, quoi. Il y a des choses étranges. Il y a des choses étranges, il y a des choses étranges, comment dire, à creuser par là, quoi. Mais comment faire, quoi? Elles sont où les sources? Tu vois le truc? Elles sont où les sources? Après, où sont les sources? Pour l'Empire khazar, là, non, c'est sourcé, c'est documenté, c'est pas un empire imaginaire, hein, c'est vraiment un Non, non, empire mais qui a je parlais existé, il y pas a de eu ça. des batailles, il Non, y a eu non, des je parlais chefs pas de ça. militaires. Non, non, je parlais pas de ça. Je parlais surtout de la Renaissance et mais ils étaient obsédés par la Kabbale, quoi. Tous, hein, tous ces humanistes, tous ces littérateurs comme Rabelais, etc., jusqu'au roi de France. Tu vois, ils étaient obsédés par la Kabbale. J'avais parlé de ça il y a un an déjà. Je me dis, c'est très étrange. Ça vient d'où, en fait? Oui, parce que la Renaissance, d'où le nom même, tu vois, ils ont renié euh, le christianisme médiéval et la scolastique, et ils ont prôné comme ça un retour à l'Antiquité. C'est pour ça d'où ça s'appelle la Renaissance. Donc ils sont revenus, tu sais, à l'étude des textes antiques, grecs et latins, tu vois. Faut voir un peu qui était derrière ce mouvement. Comme je dis, il y a souvent des mouvements qui se créent comme ça. Faut voir les forces qui étaient derrière. Oui, mais ça a bien pris, quoi. C'est ça le truc. Ça a bien pris, quoi. Bah, on pourrait faire le parallèle comme ça, même si, sans faire de lien direct, bien évidemment. Comme ce qui se passe sur l'internet, quelque chose qui prend comme ça, tu vois. Par exemple, la Moi, droititude. j'ai plus l'impression que ça ressemble plus actuellement au plus proche de notre époque au mouvement justement anticlérical du 19e siècle. Ça a Mhm, d'abord commencé avec la mhm. presse anticléricale qui Ah, mais voilà. c'est ça, mais c'est intéressant ce Puis, que tu dis. Ah, mais c'est ça. L'invention puis de ensuite, l'imprimerie. L'invention de ouais. l'imprimerie. 1400 et quelques. Ah, bah voilà. Ouais, et le lien est, ouais. Oui, c'est clair. Mais Tu sais pour que sur Retro News, c'est très étonnant, hein. Tu sais que sur Retro News, tu sais, c'est la base de données de la presse ancienne. Euh, c'est assez étonnant. On peut remonter à les plus anciens numéros de de coupures de presse, hein, qu'on peut trouver sur Retro News. C'est 1600 et quelques, hein, sur la base de données là. Retro News, la base de données de la bibliothèque François Mitterrand là, de Beaubourg. 1600 et quelques, hein, les premières archives, quoi. Ça commence à 1600 et quelques. Tu vois? Et ah oui, chose étonnante, chose étonnante. La décennie où a été publiée l'œuvre de Rabelais, je crois que c'est 1530. Ça a été plus 1530, alors que l'imprimerie, ça existe depuis combien de temps? Je sais pas. C'est quoi l'imprimerie? 1450, peut-être un peu plus tard. Donc l'imprimerie n'existe que depuis même pas un siècle, hein. Bah, lorsque François Rabelais a publié son œuvre, donc Gargantua, Pantagruel, le tiers livre, etc. Donc c'était parce qu'il les avait déjà écrits auparavant, mais il n'a pas pu les publier parce que c'est hautement, c'est ça en fait, oui, c'est ça, c'est anticlérical. Bah oui, ce passage-là de Rabelais où quelqu'un subtilise la culotte du prêtre lorsqu'il se change pour donner la messe et qu'ensuite il la montre comme ça en place publique. Eh, regardez, c'est la culotte du prêtre. Tu sais, l'humour bizarre déjà. Donc Comme je ouais, l'ai toi dit, oui. tu situes le début du mouvement anticlérical au XVIe siècle, c'est ça? Rabelais, c'est ça, hein, c'est très 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 anticlérical, antichrétien quoi, clairement, hein, parce que Ouais, ouais, ça a duré on sur peut, trois siècles alors.
Oui, parce on peut même, ça se trouve, être chrétien et dénoncer comme ça le clergé qui est, si on estime qu'ils sont comme ça, je sais pas comment on pourrait dire, qu'ils se sont détournés de la voie du Christ, tu vois. Non, non, eux Hmm. c'est anticlérical et antichrétien, hein, clairement. Hein, c'est antichrétien, clairement. Ah ouais, je pense que Euh, le pic, c'était quand même le 19e siècle, hein. La presse était oui, oui, quotidien, c'était acharné. Mais oui, il y a sûrement eu ça a sûrement commencé tout doucement avec des choses qui faisaient scandale. Et puis les gens sont habitués et acclimatés comme je pense qu'il y a une accélération de toute façon dans des mouvements, dans ce qui se passe. Euh, René Guénon, il en parle, hein, cette accélération des choses oui, oui, dans oui. le Kali Yuga, dans l'âge sombre. Mhm. Et je crois que l'islam, justement, elle subit cette accélération, ce que le christianisme a subi pendant 3 siècles. Eux, il le subit en quelques décennies, quoi. Oui, oui. Mais regarde, en fait, en vérité, tu sais que les musulmans, en tout cas les musulmans, le pouvoir musulman, le pouvoir califal, sont les premiers alliés des sionistes. Parce que Dona Gracia de Mendes, qui a été traquée par Charles Quint, elle était en Hollande, elle s'est enfuie en bateau, dans les cales de son bateau du matériel d'imprimerie, parce qu'elle imprimait des Bibles, la Bible de Ferrare, tu vois. Elle est partie se réfugier dans l'Empire ottoman, à la cour de Suleiman le Magnifique. Et Suleiman le Magnifique, il a donné un morceau de la Palestine de l'époque, donc, à son neveu, Joseph de Nassi. Il en a fait le duc de Tibériade. Tibériade, c'est le lac de Tibériade. Il l'a fait duc de Tibériade et seigneur de Naxos, un truc comme ça. C'est un seigneur de Naxos et duc de, oui, duc de Tibériade. Il lui a donné une autre partie. Là, c'est des îles grecques, turques. En mer Égée, c'est Naxos, je crois. Voilà. Mais il en a Et fait c'est duc de quoi? Tibériade. C'est une famille commerçante, c'est une famille assez puissante en termes Bancaire. Elle prêtait au bancaires. roi de l'époque. Tu vois. D'accord. C'est pour ça qu'en fait, on peut situer, tu sais, on peut situer la troisième partie du Kali Yuga. Tu sais, le Kali Yuga se divise en trois parties. Je sais pas, je me demande un truc là, bizarre. Tu sais, le Kali Yuga se divise en trois parties. La première, c'est les prophètes. La deuxième, c'est les rois. Et la dernière, c'est les marchands. Tu sais, on retrouve les castes, tu vois. Hmm. Donc les brahmanes, les kshatriyas et les vishniya. Vishnuyu, vishniya. Et c'est pour ça que, comme j'avais dit, cette dernière partie du Kali Yuga, la première, bah, c'est Jésus. Et elle se termine au prophète Mohammed. Ensuite, c'est les rois, tu sais, genre Saint-Louis, Charlemagne, Clovis, Saladin, tu vois. C'est les grands rois, tu vois. Et la dernière partie, bah, la dernière partie du Kali Yuga, c'est les marchands qui ont le pouvoir. Les marchands. Tu vois, c'est la dernière des castes qui a pris l'ascendant sur les brahmanes et les kshatriyas. Et ça commence à la Renaissance, justement. Tu vois. Et cette personnalité de l'époque, donc Dona Gracia de Mendes, elle prêtait aux rois de l'époque, hein, à tous les rois de l'époque. Et en fait, même, c'est assez étonnant, donc François Ier, qui était kabbaliste, a, euh, a fait alliance avec le Grand Turc, l'Empire ottoman. Ouais. Là où était, bah, à l'époque, bah, donc, cette Dona Gracia de Mendes a fui et s'est retrouvée à la cour de Suleiman le Magnifique. Elle est devenue, elle et son cousin, son neveu, sujet du Grand Turc, en fait. Et comme je le disais, il a même donné une partie de la Palestine à l'époque à son neveu. C'est assez étonnant tout ça, hein. C'est assez étonnant tout ça. Donc oui, donc en fait, euh, tu vois l'histoire comment c'est très étonnant. Non, les musulmans, en tout cas le pouvoir islamique de l'époque, le califat, Suleiman le Magnifique,
c'était c'était les premiers alliés d'un mouvement comme ça sioniste embryonnaire, parce que elle, à l'époque, oui, elle a créé un mouvement. Elle imprimait des bibles hébraïques Ouais, dans dans ce cette langue sens hébreu, là, que inventée. Elle les pour imprimait, les, tu vois. pour les califes de l'époque, ne représentaient pas une menace, vu qu'ils avaient une armée, elle en avait pas. Donc lui, ce qu'il voyait, il voyait un intérêt pécunier, et voilà quoi. C'était pas vraiment une menace. Non, 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 moi je pense pas. Moi je pense que non, hein. Moi je pense que il y avait de la cabale aussi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Je pense que, dans le monde musulman aussi. ah, je pense, hein. Je pense, hein. Attends, donner un bout de la Palestine à un juif venu d'Europe et en faire comme ça des sujets à la cour et une alliance avec François Ier qui était kabbaliste mais à mort, hein. J'ai écrit un post il y a un an sur François Ier. C'est étonnant. Donc voilà, son majordome, ou je sais pas comment on appelle ça, qui était prêtre, lui a écrit pour ses 15 ans, au moment où il est devenu roi de France, un traité pratique de cabale chrétienne. Et toute sa vie, il était obsédé par des symboles kabbalistes qu'il souhaitait voir dans tous ses palais. Alors c'est quoi? Déjà, c'est une salamandre. C'est le symbole de François Ier. C'est l'un de ses symboles, une salamandre. Un autre de ses symboles, c'est un nœud. C'est comme un nœud marin qui fait un 8. C'est ses symboles propres, hein. C'est son, comment ça s'appelle? Son blason, quoi. Ben, en fait, c'est des trucs kabbalistes. Et il voulait les voir en décoration dans tous ses palais. Alors, les palais qui existaient déjà, en fait, que lui n'a pas construit, bah, il a refait toute la déco, parce qu'il voulait les voir partout. Et les palais qu'il a construits, bah, il voulait les voir partout également. Et c'est assez étonnant. Et lui, en fait, oui, lui, c'est François Ier, il a conclu un pacte avec le Grand Turc. Tu vois? Tu vois, il y a tout un pan de l'histoire là à refaire là. Tu vois le truc ou pas? Ouais. C'est étonnant, hein? Et, et je pense que ce genre de choses, c'est pas les gens de TikTok qui vont le faire, tu Ah bah non. Ah bah non, vois. Ouais, surtout que là, je viens de me prendre, je sais pas si c'est un avertissement ou pas là, mais là, on voit que TikTok. Mais attends, mais il y a un truc que je comprends pas. TikTok, c'est chinois, donc c'est ça, hein? Oui, je crois que c'est les paramètres se font en fonction des pays. Tu vois, il y a des Ah choses d'accord. qui vont être Ok. plus mis en avant que d'autres. Oui. Moi, je vais t'écouter, hein, mais je vais redescendre. Ah tu redescends. Ok. Ok. De toute façon, moi également, je vais pas tarder. René Guénon. Merci beaucoup à toi. Donc oui, oui. Oui, tout ça, c'est très étrange, hein. Très étrange. Très étrange tout ça. Oui, il y a un pan de l'histoire à refaire, quoi. Il y a vraiment un pan de l'histoire à refaire. Après, c'est pour ça que moi, j'adhère pas à ce que dit, par exemple, un Youssef Indy, tu vois, un Youssef Indy ou euh, il y a un Pierre Hillard aussi, tu vois, parce que eux, ils parlent trop comme si que, tu vois, eux, c'est faire de l'histoire par des citations comme ça. Non, on voit que tu vois, c'est des citations d'un tel, voilà. Youssef Indy, lui, c'est que des rabbins. Bon, c'est ce que fait. Il a repris la méthode de Pierre Hillard, hein. Youssef Indy, c'est voilà, tel rabbin du 8e siècle a dit ceci, a dit cela. Un autre rabbin du 12e a dit ceci, a dit cela. C'est pas très rigoureux. C'est bon, c'est la manière à la Pierre Hillard, hein, voilà, les citations. Non, non, c'est plus global que ça. Comme ce qu'on vient d'exposer là. On voit que c'est plus global que ça. Donc faire de l'histoire par l'intermédiaire de citations, non, ça permet pas de comprendre. Ça permet pas de comprendre. On voit qu'il y a beaucoup d'étrangeté et oui, c'est plus global que ça. C'est beaucoup plus global que ça. C'est pas juste. Oui, après, comme ce qu'on disait là avec René Guénon. En fait, d'où vient le mouvement en fait, le mouvement, si on peut dire intellectuel, qui balance les idées les premiers. Vous voyez? Après, les idées qui font leur chemin, hein, elles font leur chemin, les idées, on le voit, hein. Ouais, mais comment ça se fait que tous les humanistes,
donc lors de cette période-là, qu'on appelle la Renaissance, ils étaient tous obsédés par la Kabbale. C'est vraiment très étonnant. Ils étaient tous obsédés par la Kabbale. Et ça vient d'où, en fait? Ça vient d'où, en fait? C'est très étrange. C'est très étrange. Oui, après, sûrement un lien à faire avec les Khazars qui ont été, dont l'empire a été démantelé, donc courant XIe siècle. Et là, comme nous l'a dit René Guénon, qui se sont comme ça déportés, qui ont migré petit à petit vers l'Europe occidentale. On ne sait pas, c'est très obscur. Hein. C'est très obscur. C'est très obscur. Après, il y a sûrement des choses. Ah oui, c'est vrai que j'ai intercepté beaucoup de choses. J'ai intercepté beaucoup de choses. Je les ai pas lues. Je les ai pas lues. J'ai intercepté beaucoup de choses. Un papier comme ça, assez étonnant, d'un universitaire historien qui parle de parce qu'en fait je fais beaucoup de recherches, ensuite je me fais des dossiers après ça se cumule quoi, t'as trop de trucs à lire, c'est fou. Ouais, faut que je retrouve sur ce papier là un universitaire qui parle en fait au XVIe siècle d'infiltration au sein du Vatican de partisans de la Kabbale. Ah, faut que je le relise celui-là. Faut que je le lise tout court parce que je suis passé dessus rapidement. Ouais, faudrait trouver comme ça des sources historiques. Oui, faut checker. Oui, faut checker. Faut checker. Faut checker. Ouais, il y a des trucs à découvrir. Mais oui, en tout cas, on voit que on comprend faire de l'histoire comme le fait, comme le font Youssef Indy ou Pierre Hillard. C'est pas très rigoureux. On voit, c'est global en fait. C'est vraiment global. C'est des mouvements comme ça. C'est des mouvements importants en fait. Après, qui a initié la chose? Comme la question qu'on se posait là avec René Guénon, c'est qui a initié ces mouvements? Je sais pas si on peut dire des mouvements intellectuels ou non, mais en tout cas des mouvements, ces idées quoi en fait. Voilà, comme le dit René Guénon, ouais, exactement, il développe très bien là-dessus, sans rentrer dans les détails. Vous voyez, la chute, la baisse de l'intellectualité, ça commence dans la Grèce antique. Et ils n'ont pas tout à fait compris la métaphysique. Vous voyez, et petit à petit comme ça, ça se dénature en fait. Vous voyez, ensuite on arrive aux philosophes tels que René Descartes. Vous voyez, qui malgré parce que son discours de la méthode à Descartes, en fait, vous savez que pour lui, c'était pas son livre, on va dire comme ça, sur lequel il a le plus misé. Lui, son livre sur lequel il misait, c'est Méditation métaphysique. Vous voyez, qui maintenant même en termes de philosophie, comme même les philosopheux le disent, c'est plus pour faire de l'histoire en fait. Vous voyez, il a pas cette œuvre-là n'a eu aucun impact en fait. L'impact, c'est discours de la méthode. Oui, mais oui, c'est cette œuvre-là en fait. Alors que pour Descartes, son œuvre majeure, c'était Méditation métaphysique. Ah, mais ça veut tout dire. C'est-à-dire que lui, comme je l'ai dit une fois, hein, on les appelle philosophes, Descartes, Hegel, etc. Non, eux, c'est des métaphysiciens. Eux, ils estiment être des métaphysiciens. Attention, ah oui, attends, philosophe, c'est petit ça. C'est petit philosophe. Faut pas confondre. Hein. Eux, c'est des métaphysiciens. Hein. Oui, mais il est complètement à l'ouest en fait. Donc oui, René Guénon explique très bien tout ça. Oui, la baisse de l'intellectualité, l'incompréhension des principes métaphysiques au fil des siècles, des millénaires, jusqu'à notre époque. Où, voilà, là c'est carrément plus besoin de souligner ça quoi. Qu'est-ce que dit René Guénon là-dessus?
Ah, oui, c'est là-dessus, oui, c'est très intéressant ce qu'il développe. Oui, donc Descartes déjà qui. Alors c'est quoi l'erreur de Descartes? Oui, c'est l'erreur de Descartes, c'est quoi l'erreur de Descartes? C'est oui, il fait une distinction entre mince, ah, j'ai plus le truc en tête là. Oui, bref, il y a une incompréhension métaphysique, une incompréhension claire des principes métaphysiques. Alors que attention, ah non, lui c'est attention, philosophe c'est petit. Hein. Ah non, lui c'est un métaphysicien. Ah oui, il parle beaucoup aussi René Guénon de Leibniz, qui est un peu il le place au-dessus de René Guénon, mais tout de même, il y a également des incompréhensions. Alors que c'est des grands esprits, hein, ça reste comme des grands esprits. Hein. Je crois que René Guénon ne parle pas de Hegel. Il y a des intellectuels, philosophes, dont on voit René Guénon n'en parle même pas. Pour lui, il n'y a pas d'intérêt en soi à rentrer dans une critique particulière comme ça de chaque philosophe, penseur. Comme il peut en faire allusion. À un moment, on comprend qu'il fait un peu allusion dans cette critique-là, là, où il évoque la baisse de l'intellectualité, il fait allusion comme ça à Hegel, mais il le cite même pas. En revanche, je pense qu'il ne fait même pas allusion à des penseurs comme Nietzsche, en fait. Oui, il y a même pas, il y a pas de sujet, quoi. Il y a même pas, dans sa critique, il y a même pas, il ne trouve même pas utilité, par exemple, à réfuter Nietzsche. Il réfute Descartes, Leibniz, il réfute qui encore? Euh, voilà, il prend les gros, quoi, en fait, les gros penseurs. C'est surtout Descartes et Leibniz qui reviennent le plus souvent. Alors là, j'ai plus le truc en tête, surtout en ce qui concerne Descartes. C'est quoi Descartes? J'ai plus le truc en tête. Tiens, je vais me relire, je vais me remettre à lire René Guénon. Oui, j'ai lu il y a pas longtemps, mais oui, ça fait comme il y a quelques mois là. Je vais me remettre. Ah, t'as vu la chaîne de, comment ça s'appelle? Camouline. Je sais pas, à un moment, elle avait, sa chaîne n'était plus accessible. On pouvait plus. Bah, elle fait la lecture de tous les livres de René Guénon. Là, il y a quelques semaines, j'ai vu qu'elle avait réactivé sa chaîne YouTube. Elle avait réactivé sa chaîne YouTube en fait. Après, il y a un autre gars en fait. Là, il y a un gars là. Je veux dire, c'est pas une meuf, c'est un gars qui fait il lit pas tous les René Guénon, hein, pas tout l'œuvre de René Guénon. Il lit sur sa chaîne, il y a 5 ou 6 livres de René Guénon. Il lit bien lui aussi. Alors j'ai plus son nom là. J'ai plus son nom, mais il lit bien en fait. Il a un bon ton de voix et tout. Voilà, mais sinon, oui, non, je préfère lire. Hein. Ça rentre mieux quand on lit que quand on écoute. Oui, c'est très étrange tout ça là, ce qu'on vient d'aborder là. Je trouve que c'est très étrange. Il y a vraiment des étrangetés. Et oui, et pour revenir là sur voilà, les historiens, parce que ça reste des historiens. Hein. Apparemment, Youssef Indy, il a une licence d'histoire. Oui, l'histoire, oui, par les citations là, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. En fait, on voit, c'est, euh, c'est, euh, c'est insuffisant. C'est très insuffisant. Oui, c'est plus que ça. C'est des mouvements de l'histoire. C'est plus global que ça. C'est plus global que ça. C'est des mouvements de l'histoire. Après, oui, qui a initié ça? Par exemple, qui a initié l'étude de la Kabbale, quoi, en Europe? Tu vois, ça vient d'où? Par exemple, un moment dans Rabelais, on voit, c'est pas un roman. Oui, c'est récit, donc on pourrait croire que c'est un roman. Non, pour lui, il écrit ça comme une œuvre initiatique. Bah, la preuve en est, l'abbaye de Thélème, bah, c'est repris par Aleister Crowley. C'est le Thélème, là. Ça vient de Rabelais, hein. Oui, on voit la continuité, là. Hein. On voit la continuité. Rabelais, c'est première moitié du XVIe siècle, donc 1500-1550. Et il y a un occultiste du XXe siècle, Aleister Crowley, ouais, on voit la continuité, oui, c'est clair. Euh, mais j'allais dire quoi? Oui, à un moment, en fait, on voit, c'est initiatique, Rabelais, tu vois, c'est un truc initiatique.
D'ailleurs, certains, là, sur la chaîne de Pierre-Yves Lenoble, comment il s'appelle? Je crois, La Voix du Phénix et son acolyte, là, que j'ai plus son blaze, là. Je crois qu'il passe même plus, en fait. Parce qu'il s'était fait menacer par, par un mec et tout. Oui, ils font de Rabelais, vous voyez, en fait, ils comprennent pas, tu vois. Oui, la substantifique moelle. Et il citait ça tout le temps, là, Rabelais. La substantifique moelle. Non, t'as pas compris, tu veux te faire pas, on voit l'incompréhension, en fait. Il en a fait tout un plat comme ça sur Rabelais, sur la chaîne de Pierre-Yves Lenoble et la chaîne de La Voix du Phénix. Croyant que Rabelais, c'est hautement métaphysique, je sais pas quoi. Non, 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 du tout, du tout, du tout. Non, non, t'as pas capté. Oui, à un moment dans Rabelais, il dit comme ça. Rabelais, il veut initier les jeunes gens, tu sais, à ça, là, à la Renaissance, la Kabbale. Il dit comme ça. Apprenez le latin, le grec, mais également l'hébreu et le chaldéen. Chaldéen. C'est- c'est- euh, oui, c'est chaldéen, quoi. L'araméen, quoi. Chaldée. On voit, il voulait initier un mouvement, tu vois, en Europe. Il voulait initier ça. Euh, Bref, oui, il faut, oui, oui. Après, c'est un gros travail, hein. C'est un très très gros travail. Et oui, j'ai intercepté le livre. Ah putain, j'ai trop de trucs à lire, mais c'est super intéressant, la vérité. Un historien, par exemple, je disais ça sur Rabelais. Ensuite, je continue à faire mes recherches. Je tombe sur le livre d'un historien, alors tchécoslovaque, je crois, ou polonais, qui a écrit un essai sur Rabelais. Bah, dès le départ, dès l'introduction, bah, c'est ça qu'il dit en fait. Bah, il a tout compris. Il a dit, en fait, l'œuvre rabelaisienne, en fait, c'est un ovni en fait pour l'époque. C'est très étrange en fait. Comme il le dit, c'est une œuvre c'est très subversif, c'est très anti-chrétien. Comment il a réussi à être publié? Oui, après, on comprend parce que contrairement à ce qu'on dit sur Rabelais, tu sais, Rabelais, bon, on a tous étudié en cours de français au collège. Oui, comme quoi il a été persécuté, on l'a empêché de publier son œuvre. Et c'est toujours ça qui est dit sur Rabelais. Oui, en partie, oui, il y en a qui ont vu ça et qui se sont opposés à lui parce qu'il les a écrits ses œuvres, il n'a pas pu les publier tout de suite. Fallait qu'il attende 1530. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Il a publié donc Gargantua, Pantagruel, le tiers livre dans la décennie 1530. Ça a été plus vendu que la Bible. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Ça a été plus vendu que la Bible. Comment c'est possible? En termes d'œuvres imprimées, je parle. Donc l'imprimerie, ça existe depuis même pas un siècle. En 1530, on imprime plus Rabelais que la Bible. Tu vois, on voit, c'est global en fait. C'est un truc global. Oui, ça a été promotionné, bien évidemment, mais ça a été suivi quand même, hein. Parce que, on va dire ça comme ça aurait pu être rejeté directement, tu vois. Ça a été plus vendu que la Bible lors de la décennie 1530. Donc, on voit qu'il y avait comme un public en fait. Il y avait des dupes, tu vois. Donc ces plaisanteries-là, un gars qui subtilise la culotte du curé qui se prépare pour la messe et qui la montre en place publique, ah regardez, c'est la culotte du curé, bah je sais pas, ça faisait rire quoi en fait. Tu vois, il y avait une clientèle. Oui, on voit, en fait, on peut clairement faire une analogie entre cette époque-là et notre époque actuelle, entre les médias de cette époque-là. Donc là, les médias, c'était uniquement, ça passait par l'écrit, donc des livres et la presse qui existait déjà, et aujourd'hui la télévision, l'internet, etc. Au sens où, oui, parce que comme je l'ai dit une fois, dans Rabelais, il y a déjà Michael Youn
euh, Michael Youn et Charlie Hebdo, quoi. C'est une œuvre très moderne, en fait. C'est pour ça que cet historien, donc tchécoslovaque ou polonais, faut que oh, putain, j'ai trop de trucs à lire. C'est ce qu'il dit, en fait. C'est que c'est très moderne pour l'époque, en fait. Tu vois, c'est ça qui dit dans son introduction. Après, il développe, il y a des choses très intéressantes. Oui, ben donc pour conclure là-dessus, non, c'est faux, il n'a pas été persécuté, Rabelais. Rabelais, il faisait partie de l'intelligentsia parisienne de l'époque, en fait. Il fréquentait tous les puissants de son époque, bah, tous ces humanistes, dont un certain Budet, qui était, qui a créé le Collège de France, la grande bibliothèque nationale à Paris. Non, c'est l'intelligentsia de l'époque, en fait. Hein. Oui, après, certains des hommes d'église ont vu la chose, ont vu le caractère anticlérical, la perversité, quoi. Disons, c'était très pervers, quoi. On vu la chose et on se sont opposés. Mais non, non, dire qu'il a été persécuté pour son œuvre, parce qu'il voulait publier son œuvre ou je sais pas quoi. Non, non, c'est totalement faux. Totalement faux. Non, 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 du tout. Du tout, du tout, du tout. C'était tellement dépuissant que son mentor, la Budé, a tué quelqu'un. Il a été, il a échappé à la justice. Donc, il faisait un peu ce qu'il voulait, les mecs. Donc oui, faut que je me replonge là-dedans. Il y a des trucs, il y a des trucs à découvrir là, c'est clair. Il y a des trucs à découvrir. Mais oui, et comme je le disais, c'est assez fou. Les musulmans, en fait, en tout cas les musulmans, pas les musulmans, le pouvoir califal, en tout cas Souleyman le Magnifique, n'est pas étranger à tout ça, en fait. C'est assez fou. C'est assez fou. Il n'est pas. C'est-à-dire que le pouvoir musulman à l'époque a déjà, il y a 500 ans, quoi. C'est fou, hein, il y a 500 ans, a favorisé déjà l'implantation, une implantation comme ça embryonnaire sioniste de mouvements sionistes, en tout cas embryonnaire en Palestine. Oui, parce que cette Dona Gracia de Mendes, donc qui est devenue un sujet à la cour du roi, du sultan, elle imprimait donc des bibles en langue hébraïque, donc voilà, cette langue totalement inventée et reprise de l'araméen. Et elle a privilégié comme ça une migration juive en Palestine à l'époque déjà. Ça, c'est fou. C'est fou. Donc oui, oui, oui. Il y a un travail à faire là-dessus, là. Il y a un travail à faire. Un travail sérieux, hein, pas des citations, je te prends des citations, voilà, un tel rabbin du 7e siècle a dit ceci, un autre rabbin du 12e a dit ceci. Et les gens, ils peuvent dire des choses. Hein. Pierre Hillard, c'est tel révolutionnaire a dit ceci, tel autre, bref, tel autre franc-maçon. Oui, les gens, ils peuvent dire des choses, mais c'est incomplet. C'est incomplet et insuffisant. Ça permet pas de comprendre, en fait. On rentre comme ça dans le conspirationnisme. C'est pas, ça permet pas, ça ne permet pas, ça ne permet pas de comprendre. En tout cas, TikTok. Non, je vais pas parler en mal de TikTok. TikTok, c'est génial. TikTok, c'est top. J'adore TikTok. TikTok, c'est top. C'est top, c'est génial TikTok. Téléchargez tous TikTok sur votre téléphone. C'est vraiment l'application number one. Téléchargez TikTok, les amis. C'est l'application number one. Si t'as pas TikTok sur ton téléphone, mais t'as rien compris, mec. TikTok, mais c'est 10 fois, 100 fois mieux que YouTube et Amstramgram hein, et Facebook. Hein. Franchement, télécharge TikTok, quoi.
Ah oui, si tu veux être connecté au monde, t'es obligé d'avoir TikTok sur ton téléphone, quoi. Si t'as pas TikTok, t'as rien compris, mec. TikTok, c'est top. Ah ouais, non, là, je peux plus me passer de TikTok à présent. TikTok, c'est top. C'est top, TikTok. C'est génial, TikTok. YouTube à côté, c'est pas bien. C'est nul, YouTube. TikTok, c'est number one. TikTok. Bon, René Guénon, frérot, merci beaucoup. Toujours des échanges très instructifs. Et bon, bah, je crois que bah, sur TikTok, je crois que c'est mieux YouTube. Lindy t'invite à coopérer. Vas-y, je t'invite. T'as fait quoi de ça? Oui, ce qu'on a Coucou. fait. Comment je fais pour sortir? Pardon? Ah, bah, du coup, on va saper. Elle avait l'air mignonne. Hein. René Guénon, bonne nuit, frérot.